Ok, donc là on continue avec le modèle que j'appelle par défaut, là, qui est celui qu'on a étudié le plus, qu'on comprend le plus, euh, que l'implémentation connaît le plus, c'est le modèle de cohérence séquentielle qui est celui qui est supporté par le RSM. Et donc ce que le modèle de cohérence séquentielle dit, c'est que les opérations doivent être observées dans le même ordre global par tous les processus. D'accord? Donc, c'est vraiment ça l'idée d'avoir un consensus. Donc, tout le monde a le même ordre global. Donc, à ce moment-là, on est capable d'exécuter toutes les opérations dans le même ordre. Okay? Peu importe quelle réplique a obtenu chaque opération. D'accord? Donc, on parle ici de temps logique. Okay? Donc, le même ordre, ça dit pas nécessairement quel est l'intervalle de temps entre chaque opération, mais juste la séquence d'opérations. Donc, on parle de temps logique et pas de temps physique, et ça, on est capable de supporter ça dans les systèmes distribués. Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter ça? Donc, avec le RSM, avec le Paxos et le ZAP de Raft, et donc, c'est l'idée d'avoir l'ordre global avec le consensus. Donc, quelques exemples de cohérence séquentielle ici. Donc, dans le premier scénario, j'ai 4 machines et j'ai essentiellement un conflit d'écriture ici. Donc, une valeur A et une valeur B qui sont écrites par deux processus différents. Et là, on veut savoir le processus P3 et P4, qu'est-ce qu'ils peuvent lire. Okay? Et là, la façon qu'on peut donc étudier ce problème ici, donc, c'est de regarder pour les processus qui font plusieurs lectures, ok, donc comme ces deux processus-là font deux lectures, et quel est l'ordre des lectures quel est l'ordre des opérations qu'ils observent. Donc P3 clairement observe que B a été lu. Essentiellement, ce que P3 a observé, c'est que l'écriture de B a été appliquée ici. Il a fait une lecture de B. Après ça, la lecture de A est rentrée quelque part ici. Puis là, P3 a fait une lecture de A. Et P4 a fait la même observation. Donc une écriture de B a rentré ici. Il a fait la lecture de cette lecture d'écriture. Et là, après ça, une écriture a été faite ici. Et il a lu cette écriture-là. Donc dans les deux cas, l'ordre est pareil. Ils ont tous les deux observé que WXB s'est passé avant WXA. Donc c'est correct. Et ici, c'est la situation opposée où P3 et P4 font des lectures dans des ordres différents. Donc dans cette situation ici, WXB a été envoyé ici en premier et après ça c'est WXA, alors que ici c'est WXA qui a été envoyé en premier, après ça WXB qui a été envoyé entre RXA et RXB. Donc P4 n'a pas un même ordre global des opérations que P3, donc on a un problème. C'est une situation qui ne fonctionne pas. Donc comment est-ce qu'on peut vérifier là, que la cohérence séquentielle fonctionne? C'est essayer d'ordonner, de trouver c'est quoi l'ordre global des opérations. Donc ici, pour ce premier exemple, j'ai identifié cet ordre global. Donc c'est-à-dire que WXB P2, c'est la première opération de l'ordre. Après ça, c'est RXB de P3, RXB de P4, WXA de P1, RXA de P3 et RXA de P4. Donc je peux faire un ordre global ici. Et dans cet ordre global, chaque lecture lit l'écriture la plus récente là, dans cet ordre logique. Donc ces deux lectures lisent l'écriture numéro 1, alors que ces deux lectures lisent l'écriture numéro 4. Donc il n'y a pas de problème. Alors que ici, je ne peux pas créer un ordre global qui fonctionne. Donc je peux par exemple essayer de les ordonner, dire WXB, de RXB, RXB, WXA, RXA, RXA. Donc imaginons que je propose cet ordre-là. Ben, cet ordre-là, ok, donc on voit que les lectures lisent l'écriture la plus récente. Donc ça lit l'écriture la plus récente et ça aussi. Donc tout a l'air de fonctionner là, quand on regarde cet ordre, mais c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que ici, dans le fil d'exécution de P4, RXA est avant RXB. Puis ça, on ne peut pas changer ça. Là. Okay? Donc, ce qui a été exécuté
l'ordre d'exécution dans un fil lui-même, ça c'est un ordre qui est fixe. Donc RXA doit arriver avant RXB. Donc RXA de P4 doit être ordonné avant RXB de P4 parce que ça a été exécuté dans cet ordre-là, dans ce processus-là. Donc le fait qu'ils ne sont pas dans le bon ordre ici, ça brise la cohérence séquentielle. Donc cette situation-là ne pourrait pas s'arriver à cause de ces deux opérations-là qui ne sont pas dans le bon ordre. Si j'essaie d'un autre ordre possible, donc par exemple celui-là où j'inverse le RXA et le RXB, donc là je résous le problème du P4, ok, là je respecte l'ordre des opérations à P4, mais le problème c'est que je ne lis plus la valeur la plus récente. RXA ici ne lit pas la valeur la plus récente, RXB ne lit pas la valeur la plus récente, donc j'ai encore un problème. Donc c'est un scénario qui ne fonctionne pas, il n'y a aucun ordre, permutation d'opérations d'ordre global qui peut être possible. Ok, donc c'est ça le problème. Donc le problème ici, c'est que le WXP ici est envoyé à P3 et P4 dans un ordre différent que WXA. Donc dans les exercices, souvent ce qu'on va vous demander, c'est de regarder des scénarios comme ça, puis d'indiquer est-ce que le scénario respecte la cohérence séquentielle, la cohérence forte ou autre. Et vous devez expliquer pourquoi ça respecte ou pourquoi ça ne respecte pas. Donc une façon de vérifier si un scénario respecte la cohérence séquentielle, c'est d'utiliser ce checklist ici. Okay? Donc c'est une façon rapide là, de vérifier ça. Donc c'est ce que je viens de proposer dans les exemples. Donc construire un ordre global d'opérations. Vérifier que les reads retournent tout le temps la valeur la plus récente selon l'ordre logique. Donc c'est-à-dire regarder les reads puis regarder quelle est l'écriture la plus récente. Et vérifier que l'ordre des opérations dans chaque processus est respecté, donc qu'il n'y a pas d'inversement d'opérations dans chaque fil d'exécution. Ok, donc quand est-ce que la cohérence séquentielle peut être utile? Donc c'est utile quand, évidemment, on a besoin d'ordre logique, mais le temps physique n'est pas tout à fait nécessaire. Donc l'analogie ici, c'est transcription judiciaire. Ok, donc on peut imaginer là, que une personne ici qui utilise un outil spécialisé qu'on appelle un sténotype pour pouvoir répliquer essentiellement l'information, les conversations qui se passent durant la cour, dans la cour. Donc c'est une réplication d'informations, okay, donc à une machine. Donc il y a plusieurs personnes qui parlent, donc c'est comme plusieurs machines qui envoient des informations, et tu as des écrivains ici qui doivent répliquer l'information. Ben dans les transcriptions judiciaires, le temps physique n'est pas important. Okay? C'est juste l'ordre des conversations est importante. Donc le temps logique est important, mais pas le temps physique. Donc ça, c'est une analogie. Okay? Donc vous pouvez imaginer qu'il y a des applications comme ça qui fonctionnent de cette façon-là. Par exemple, HBase, qui offre la cohérence séquentielle par clé. C'est-à-dire que donc HBase, si vous vous souvenez, c'est l'équivalent à Bigtable. Donc c'est un Key Value Store. Et le modèle qui est offert par HBase, c'est la cohérence séquentielle, mais par clé seulement. C'est-à-dire qu'on garantit que pour chaque clé, il y a un ordre global des opérations effectuées sur cette clé-là. Okay? Donc tout le monde va voir exactement le même ordre de séquence d'opérations pour la même clé. Mais pour des clés différentes, là, il n'y a pas d'ordre global entre les clés. Donc ça, c'est le modèle utilisé par HBase. Et il n'y a pas nécessairement de garantie de temps physique là, sur les opérations. Donc là, le prochain modèle qu'on va regarder, c'est un peu là, un compromis entre la cohérence stricte et la cohérence séquentielle. Donc on appelle ça la cohérence forte. Donc c'est parce que la cohérence stricte, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable dans un système distribué. Donc quelle est la meilleure chose qu'on peut faire? C'est la cohérence forte, où essentiellement on va prendre en compte du temps physique, mais seulement là, à un certain degré. Okay? Donc essentiellement, c'est utiliser un système synchrone. Okay? C'est avoir certains intervalles, certaines garanties de temps de latence qui va nous permettre là, de définir c'est quoi nos garanties de temps physique, mais on ne peut pas aller mieux que ça. Donc comment ça fonctionne? Okay, donc quelle est la définition de cohérence forte?
Donc c'est la même chose, la première partie close, c'est la même chose que la cohérence séquentielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ordre global logique des opérations observées par tout le monde. Mais en plus de ça, okay, on va dire que chaque opération a un horodatage physique, mais qui est pas, c'est pas un point précis, c'est un intervalle de temps. Donc c'est comme dire par exemple que je connais mon horodatage puis la précision de mon datage. Donc ça c'est le temps midi plus ou moins 10 millisecondes. Donc ça nous donne un intervalle de temps. Et là ce qu'on dit c'est que si un intervalle de temps est strictement plus petit qu'un autre intervalle de temps, à ce moment-là, les deux opérations doivent avoir donc un certain ordre. Okay? Donc une opération qui est strictement, ou dont l'horodatage est strictement plus petit qu'une autre opération, doit précéder cette opération dans cet ordre global. Donc ça donne plus de restrictions sur comment l'ordre global peut être composé. Okay? Donc qu'est-ce que ça veut dire être strictement plus petit? Ça veut dire essentiellement que les deux horodatage ne peuvent pas se chevaucher. Okay? S'ils se chevauchent, ben là, on donne le bénéfice du doute. Là. Ça se peut que les datages là, peuvent être... que l'ordre entre les deux opérations peut être flexible parce qu'on ne sait pas exactement c'était quoi le datage physique. Mais si les deux horodatage ne se chevauchent pas, ben là on sait clairement qu'il y a une opération qui est plus tôt que l'autre. Ok, donc là, si on compare ça avec la cohérence stricte, ok, donc dans la cohérence stricte, essentiellement on peut dire que c'est comme si la précision de chaque horodatage est de 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune incertitude dans l'horodatage. Okay? Donc c'est comme si la cohérence stricte utilise des points au lieu d'être des intervalles. Donc évidemment, quand il y a des points, c'est impossible de se chevaucher, là, à moins qu'on ait exactement le même temps physique. Là. Donc là, ça donne un ordre vraiment très précis là, des transactions qui doivent être respectées, des opérations qui doivent être respectées, alors qu'avec la cohérence forte, on donne un intervalle de temps, ce qui nous donne un peu plus là, de flexibilité. Donc, dans un scénario ici, numéro 1, on voit ici que chaque opération ne se chevauche pas, les intervalles de temps ne se chevauchent pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette opération-là est clairement la première, ça c'est clairement la deuxième, puis ça c'est clairement la troisième. OK? Donc, ça c'est l'ordre qui est imposé pour ce scénario-là, pour la cohérence forte. Là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que la lecture ici lit la valeur la plus récente dans les écritures, et effectivement, ça lit la valeur plus récente, donc il n'y a pas de problème. Mais par exemple, dans cette situation ici, dans le scénario 2, donc, imaginons que notre conflit d'écriture se chevauche, okay? Donc les deux écritures se chevauchent, mais là, on a la flexibilité. On peut dire que WXA est en premier, WXB est en deuxième, ou WXB est en premier, puis WXA est en deuxième. Donc, ça donne de la flexibilité à notre écriture qui peut retourner soit A ou soit B. Okay? Dans les deux cas, le scénario est admissible pour la cohérence forte. Okay? La cohérence forte peut... donc, dans la cohérence forte, là, les deux scénarios sont possibles. Okay? Il n'y a pas de garantie là, entre A et B pour une situation comme ça. OK? Donc là, si on compare la cohérence forte avec la cohérence séquentielle, ben essentiellement, la cohérence séquentielle, si on a la cohérence forte, on a immédiatement la cohérence séquentielle. Parce que si on a un scénario qui supporte la cohérence forte, c'est-à-dire qu'il y a eu un ordre global qui peut être bâti, et cet ordre global satisfait la cohérence séquentielle. Donc, immédiatement, on a déjà la cohérence séquentielle. Donc on peut dire que la cohérence forte, c'est plus puissant que la cohérence séquentielle, et que quand on a la cohérence forte, ben, on a aussi d'emblée supporté la cohérence séquentielle. C'est la même chose entre la cohérence stricte et la cohérence forte. Si on a la cohérence stricte, on a aussi d'emblée la cohérence forte. C'est vraiment un ordre de puissance. OK, donc quel est le checklist pour valider la cohérence forte? Donc c'est similaire à la cohérence séquentielle. On construit un ordre global d'opération. On fait la lecture on regarde que les reads lient l'écriture la plus récente, selon l'ordre logique qu'on vient de bâtir. On doit aussi vérifier que l'ordre des opérations est respecté dans chaque fil d'exécution. Et finalement, la quatrième étape qui est ajoutée pour la cohérence forte, c'est de vérifier les horodatage physiques. Donc, si les deux horodatage se chauffent,
se chevauchent, ben là, on peut les ordonner dans n'importe quel ordre dans notre ordre global d'opération. Mais si ils ne se chevauchent pas, ben là, il y a une condition là, qui est d'ordre qui doit être respectée dans notre ordre global d'opération. Donc, si on regarde un exemple ici, donc le premier exemple ici, j'ai deux écritures qui sont en conflit, WXA, WXB, et là, je fais une lecture au P1 qui lit rien, c'est-à-dire que la valeur n'a pas été initialisée et est nulle. Donc, est-ce que ce scénario respecte la cohérence forte ou non? La réponse, c'est non. OK? Pourquoi? Parce que ces deux opérations-là, donc si on construit un ordre global des opérations, donc imaginons que je décide le WXA est en premier, WXB est en deuxième et RXNIL est en troisième. Donc là, ça respecte l'ordre, ça respecte les euros d'attache physique parce que cet euro d'attache est clairement en arrière de WXA et WXB. Donc, cet euro d'attache de RXNIL force cette opération de lecture à être ordonnée après les deux écritures. Mais le problème, c'est que ça ne retourne pas la valeur la plus récente qui est B dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est pas un ordre qui fonctionne. Je peux faire un autre ordre, par exemple, mettre RXNIL en premier, après ça, les deux écritures. Donc ça respecte la cohérence séquentielle. Donc ici, c'est un exemple d'un scénario qui respecte la cohérence séquentielle, mais qui ne respecte pas la cohérence forte, parce que mon opération ici ne peut pas être ordonnée avant WXA et WXB à cause de son ordre d'attache physique qui est en arrière des deux autres. Deuxième exemple ici, WXA, WXB, WXC, RXC. Toutes les opérations ne se chevauchent pas. Donc, si on construit l'ordre global, ben c'est XA, XB, XC, RXC. On n'a vraiment pas le choix dans ce cas-ci. Et donc là, on espère là, que la lecture de X ici lit la bonne lecture et effectivement, ça lit la valeur la plus récente qui est C. Donc, ce scénario supporte la cohérence forte. OK? D'autres exemples. Donc, ici, on a WAXA, WXB qui se chevauchent et on a un RXA. Donc, est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Vous pouvez penser. La réponse est oui, parce que on peut faire un ordre global qui respecte toutes les conditions. Donc, on met B en premier, après ça A. Ils se chevauchent, donc on peut les ordonner dans cet ordre-là sans problème. Mais le RXA ne chevauche pas ces deux opérations, doit être forcément être en dernier, mais on peut créer un ordre quand même où il lit la valeur la plus récente. Et ici, cette situation ici, trois opérations qui ne se chevauchent pas, on n'a pas le choix, on doit faire WXA, WXB, RXB, et là on espère que la lecture lit la valeur la plus récente, et c'est effectivement le cas ici, donc il n'y a pas de problème. Donc comment est-ce qu'on implémente la cohérence forte? Ben, si on sait que la cohérence séquentielle implémente le RSM, ben vous pouvez imaginer que la cohérence forte demande quelque chose qui est plus fort que le RSM. Donc, qu'est-ce qui est plus fort que le RSM? C'est passer dans un système où on a accès aux euros d'attache physique et le datage physique doit être quand même assez précis. Et donc, c'est ça qu'on peut faire. Par exemple, utiliser un système de raft, mais le leader de raft doit ordonner les opérations avec l'euro d'attache physique. Et là, quel est donc le niveau de précision pour ces intervalles de temps? Ben, c'est le niveau de précision de notre synchronisation d'horloge physique. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu là, durant la deuxième leçon. Donc on peut adapter quelque chose comme raft pour supporter la cohérence forte aussi. Donc quand est-ce qu'on utilise la cohérence forte? Donc c'est dans des situations où l'ordre logique n'est pas tout à fait suffisant. Il faut quand même aussi avoir le temps physique pour pouvoir donc supporter notre application. Et donc ça, c'est le cas par exemple pour Google Spanner, qui est une base de données qui utilise là, la technologie TrueTime avec donc des horloges physiques synchronisées là, avec des horloges atomiques, puis des antennes GPS, puis tout ça. Là. Donc, Google Spanner donc,
offre une certaine garantie de temps physique aussi sur les opérations. Et donc ça permet de créer des snapshots et des applications qui utilisent Google Spanner peuvent donc faire des lectures d'informations ou traiter l'information selon ces snapshots de temps physique. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va parler de cohérence causale.